Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se projette un petit peu dans la saison à venir et le mercato et on va parler d'une rumeur qui agite un petit peu Marseille depuis quelques jours, quelques semaines. Ce serait l'arrivée d'Olivier Boscagli en fin de contrat en provenance du PSV Eindhoven. Alors Olivier Boscagli, qui c'est déjà, puisque peut-être que tout le monde ne le connaît pas. Olivier Boscagli, c'est donc ce joueur de 27 ans, né à Monaco et formé à Nice, 1m81, défenseur central, et qui joue au PSV Eindhoven depuis pas mal de temps maintenant, puisqu'il a signé au PSV en juillet 2019. Donc 6 ans plus tard, il arrive en fin de contrat. Son contrat se termine en juin prochain. Et comme vous le voyez, il est quand même évalué 23 millions d'euros sur Transfermarkt. Vous voyez aussi une certaine polyvalence, même si son poste de prédilection, c'est ici, c'est défenseur central gauche, puisqu'il est gaucher. 1m81 pour un central, évidemment, on va se dire que ça manque un peu de taille, mais on va en parler après. Mais cette année, Boscagli, c'est un joueur quasiment indéboulonnable pour le PSV Eindhoven. 26 matchs joués, 1 but, 5 passes décisives, ce qui est pas banal, là aussi, pour un défenseur central. 11 matchs de Ligue des Champions. Et on va voir un petit peu le détail de ses précédentes saisons. Comme vous le voyez, il a une autre saison pleine en Eredivisie sur la saison 23-24, avec 3 buts et 4 passes décisives. Donc là encore, un défenseur central qui arrive quand même à être assez décisif tout au long de la saison. Saison 22-23 sans doute perturbée par les blessures. Et ensuite, il avait 2 autres saisons pleines, 21-22, 20-21. Et après... En Ligue 1, si vous vous rappelez de Boscagli, il avait joué que des petits bouts de match. Il a que 28 matchs de Ligue 1 dans sa carrière, vous le voyez à droite. 28 matchs de Ligue 2, c'était lors d'un prêt à Nîmes. Et au total, c'est quelqu'un qui a 36 matchs de Coupe d'Europe. Si on ajoute UEFA Champions League et Europa League, ça fait 36 matchs au total. Et si on compare ces 36 matchs avec des joueurs de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, Boscagli par exemple, il a plus d'expérience en Coupe d'Europe que Balerdi qui est à 24 matchs, que Luis Felipe qui est à 32 matchs, que Cornelius qui est à 0 match, a priori sur Transfermarkt. Évidemment, il en a moins que Mbemba, 53 matchs de Coupe d'Europe, Kondogbia, 45 matchs de Coupe d'Europe. Mais voilà, quand on compare avec des joueurs en défense côté marseillais, quand Boscagli arrive, c'est pas forcément un joueur qui a à rougir au niveau de l'expérience européenne. Et au-delà du parcours, maintenant on va parler du terrain. Et Olivier Boscagli, quand on le suit, quand on connaît le joueur depuis quelques temps, quand on connaît sa réputation, c'est avant tout un très très bon relanceur. C'est un joueur qui va participer au circuit de relance, qui va pouvoir d'ailleurs prendre plusieurs positions, parce que du côté du PSV, on bouge beaucoup en termes de positionnement. Il va parfois être excentré gauche, parfois même il va être défenseur axial comme si c'était une défense à 3, parfois il va être le central gauche, parfois même on le voit même axe droit. Donc ça bouge énormément dans la relance du PSV et c'est sûr qu'un joueur comme ça dans le système marseillais, dans le football de De Zerbi, ça peut rapidement avoir ses avantages, notamment quand on compare aujourd'hui aux autres central gauche côté marseillais qu'on a vu depuis le début de la saison. On peut penser à Cornelius, on peut penser à Kondogbia. Là, Boscagli, il sera dans son rôle et il relance plutôt bien, comme on va le voir maintenant en image. Allez, c'est parti, là vous le voyez ici. Vous voyez, bon, sous pression, il se met dans le sens du jeu, il trouve une petite passe vers l'avant. C'est quelqu'un qui est pas embarrassé avec le ballon, hein. Ça c'est certain. Là, il va trouver une bonne passe. Voilà, l'intervalle, il est pas simple à trouver quand même pour lancer l'attaquant. Je crois que c'est Saibari qui est dans l'espace là. Mais ça passe. Et après, Saibari peut aller provoquer. Là, je vous parlais des positions plus excentrées parfois dans lesquelles il peut se retrouver. Comme par exemple ici, pour trouver une bonne passe intérieure. Et derrière, ça lance tout de suite dans l'espace avec une remise. Et là, par exemple, une superbe sortie de balle ici. Alors là, il est dans l'axe. Vous voyez, il est dans l'axe au début. Appuie, il se redémarque, il se rend disponible. Et là, en une touche... il joue vers l'avant, appui, remise, profondeur. Vraiment une action superbe. Et vous voyez que c'est Boscagli avec son sens du démarquage, son sens du jeu. Ses passes en une touche qui sont très importantes, qui permet là de trouver la solution, de débloquer la situation. Donc là, on était sur des situations de relance. Et là, on va avoir des situations plus avancées sur le terrain, où vous allez retrouver, par exemple, un Boscagli là dans une position où vous pouvez imaginer tout à fait la même position qu'il occuperait dans l'OM de De Zerbi face à un bloc reculé. Cette position-là, vous voyez, avec du monde devant, un bloc assez compact en face, et c'est à lui de donner le tempo, c'est à lui de donner du rythme dans la circulation de balles. Et là, c'est ce qu'il va tenter de faire. Même si là, vous allez voir, c'était juste pour montrer les similitudes avec ce que peut rencontrer Marseille cette saison. Et là, voilà, ça, c'est ce que vous voyez. Vous avez souvent vu Balerdi, par exemple, faire ça dans la saison.
Là, la balle va lui revenir. Vous voyez, il a scanné avant. Un scan, deux scans pour essayer de voir s'il y a une solution. Il redonne sur le côté. Bonne passe progressive, celle-là à trouver. Ça va lui revenir dessus. Là, il n'y a pas de solution vers l'avant. Il en trouve quand même une. Là, il attend. Bref, tout ça pour dire que ça, c'est des situations que vous avez bien connues avec Marseille et que Boskagli risque de connaître s'il doit rejoindre l'OM. La nouvelle situation ici, vous allez le voir casser la ligne encore, essayer de trouver une passe dans un intervalle. Là où peut-être un Balerdi ne les tenterait pas. Là, celle-là, elle est pas mal quand même. Malheureusement, le contrôle est pas bon et la balle va être perdue. Mais la passe était quand même plutôt bien sentie de mon point de vue. Là encore, récupération de balle. Il se met dans le sens du jeu, il va provoquer et il lance en profondeur un partenaire qui va être repris. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, dans ses positions reculées, n'est pas un joueur neutre. C'est un joueur qui va essayer de trouver des solutions. Là encore, la passe en une touche, très important. Ces passes en une touche qui donnent du rythme à la circulation de balle. Et ça, c'est ce rythme qui peut parfois manquer justement à la circulation de balle marseillaise dans le camp adverse. Là encore, la récup, la petite diago pour trouver un partenaire tout de suite entre les lignes. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'embarrasse pas. La possession stérile de Marseille avec Boskagli. Là encore, en une touche, ça repart dans le bloc adverse pour essayer de trouver une solution avec un appui remise ici. Donc voilà, cette capacité à donner du rythme au jeu. Là encore, il va se proposer, il va rentrer, il va percuter, il va donner de la suite à son action et il crée un décalage en rentrant dans les 30 derniers mètres. Donc tout ça, c'est intéressant forcément quand vous comparez à d'autres joueurs du côté de Marseille. Bon, Balerdi, il reste dans sa position parce que c'est lui qui est censé, en cas de perte de balle, de tenir tout l'édifice. Mais voilà, si vous comparez par exemple Boskagli avec ceux qui jouent axe gauche, comme je disais tout à l'heure, avec Cornelius, avec Kondogbia, quand vous voyez ça, forcément, on est sur un autre niveau en termes de qualité de relance, de rythme à donner à la circulation de balles et d'apport, tout simplement, à la possession. Ça change de joueurs qui sont parfois un peu trop neutres dans ces situations de jeu. Évidemment, le revers de cette médaille, parfois, ce sont des passes forcées et des pertes de balles. Mais ça, j'ai envie de vous dire, j'aurais pu faire une compile, j'en ai récupéré 5, 6 sur la série de séquences de Boskagli que j'ai pu voir. Mais voilà, je vous signale juste qu'en effet, parfois, il y a du déchet qui peut amener des transitions. Mais on va dire que le rapport bénéfice-risque est quand même largement, la balance penche largement à la faveur de Boskagli. Et d'ailleurs, ça se voit sur le plan statistique. Quand on va sur FBref ici, que vous prenez le rapport scouting de Boskagli, si vous descendez, il y a deux stats qui sont intéressantes pour Boskagli. C'est les passes progressives. Ici, vous voyez qu'il est dans le top 1% des défenseurs centraux qui font le plus de passes progressives. Donc ça, vous avez vu pourquoi en vidéo tout à l'heure. C'est aussi le joueur qui joue le plus vers l'avant, qui fait distance parcourue vers l'attaque avec les passes. Là aussi, top 1%, ça rejoint les passes progressives un petit peu. Et Boskagli aussi, c'est un très bon jeu long avec le top 1% en termes de passes réussies, le top 1% en termes de passes tentées et top 10% en termes de pourcentage de passes longues réussies. Donc là aussi, joueur qui fait avancer le jeu. Et là encore, dans les passes dans le dernier tiers, top 1%. Là aussi, vous comprenez pourquoi. On comparera après, Flaco, les stats des autres défenseurs marseillais. Parce qu'avant, je voulais vous parler du jeu long de Boskagli. Je voulais parler du jeu long de Boskagli parce que là, je l'ai mis en avant avec les chiffres de FBref. Mais son jeu long aussi, quand je vous parlais de la capacité du joueur à sortir de la neutralité et apporter quelque chose aux équipes de possession. Là, par exemple, on va le voir ici, son jeu long, ça peut apporter beaucoup de choses quand vous comparez évidemment au jeu long des défenseurs marseillais qui peut-être ne l'utilisent pas assez pour lancer des attaquants en profondeur, sortir de la stérilité. Boskagli, c'est quelqu'un qui peut vous aider à faire ça. Ici, là par exemple, ce renversement-là, Boskagli vers l'ailier à l'opposé, imaginez Boskagli, Luis Enrique. Ça peut être des renversements de jeu intéressants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en voit pas beaucoup côté marseillais. Mais on le voit aussi ici, tranquillement. C'est propre. Ça arrive jusqu'à, je crois que c'est Bakayoko, là, du coup, l'ailier droit du PSV. On continue. Renversement. Et ça lance tout de suite un piston. Alors là, c'est un ailier, c'est Noah Lang. Mais potentiellement un piston marseillais en profondeur. Et là encore, ici, de la profondeur, mais vers le but cette fois. Avec Bakayoko qui est mis en position de marquer. Mais qui, je crois, est sanctionné pour une faute.
Et là encore, on va avoir cette capacité à trouver en profondeur, hop, l'appel de balle à nouveau de Bakayoko. Il aime bien cette diagonale. Vous pouvez l'imaginer vers Luis Enrique. Vous pouvez... sauf que Luis Enrique sera probablement parti l'été prochain, c'est vrai. Mais vous pouvez l'imaginer vers Greenwood. Sauf que Greenwood sera probablement parti l'été prochain aussi. Et aussi, c'est lui la dernière passe en une touche à l'entrée de la surface. Et là aussi, en une touche, entrée de surface. Attention, ça va aller vite. Paf! Voilà, du jeu long mais au sol. Et du jeu long qui met en position très dangereuse pour marquer. Donc voilà à quoi peut servir aussi Olivier Boscagli, en plus de ce que vous avez vu à la relance. C'est un jeu long et c'est des passes plus longues qui peuvent débloquer des situations très rapidement. Mais au-delà de ce qu'on a vu à la relance, même si on a vu à la fin là, des avant-dernières passes, avec des passes dans la surface qui ont fait mouche ensuite pour ses partenaires, Boscagli c'est aussi un joueur qui peut être décisif, qui peut être à la dernière passe, qui peut être à l'incursion dans la surface. Beaucoup plus à la dernière passe, comme vous allez le voir. Mais quand son équipe s'installe dans le dernier tiers, il va se retrouver assez naturellement dans une position dans le demi-espace gauche, une position reculée, depuis laquelle son jeu long peut aussi donner des balles de but, peut aussi apporter des centres en profondeur pour gêner, mettre en difficulté la défense adverse. Et là encore, sortir de cette tentative de, en tout cas, apporter de la variété dans les attaques de son équipe. On va le voir ici. Je lance. Alors d'abord, vous allez voir une nouvelle passe qui lance un partenaire dans la surface de réparation. Je sais plus si ça fait penalty. Ça a l'air de faire penalty. C'est Balerdi. C'est Boscagli qui était à la passe. Et surtout ces positions-là, là. Ici, là, le voilà. Hop, le petit ballon dans la surface. Alors là, ça fait pas but. Mais sur ces petits centres-là, là aussi, si vous comparez avec Kondogbia, si vous comparez avec Cornelius, on n'a pas affaire à des joueurs qui sont capables de mettre des ballons comme ça. Bien repris ici par Luc de Jong. Là, il va à nouveau être servi et il va à nouveau mettre un petit ballon. Voilà, ça aurait pu faire but, là aussi. Là encore, il va récupérer la balle ici, face au bloc bas, et le petit ballon par-dessus, qui devient une passe décisive. Là encore, on est sur des situations où il peut apporter des choses près du but adverse, et là, carrément dans la surface ici, avec une petite passe décisive, avec un pied gauche qui sait très bien doser ce genre de petit ballon. Et là, c'est lui qui fait l'appel, là, c'est lui qui dédouble à la Murillo. Hein. Vous avez vu Murillo faire ça très souvent. Boscagli le fait moins souvent, mais il peut faire ce genre d'incursion dans la surface adverse. Là, vous allez le voir au contre-pressing et à la projection ici. Hop, hop, ça lui revient dessus et ça fait but. Donc voilà aussi, même si c'est plus un joueur qui va faire ce genre de choses par la passe, là vous voyez qu'il peut aussi se projeter, finir dans la surface adverse, comme le fait très bien Murillo depuis le début de la saison, depuis qu'il a été installé à ce poste de central droit, on va dire, en possession. Donc voilà, avec ballon, ce que je peux vous dire sur Boscagli. Et justement, vous me demandiez tout à l'heure dans le chat, au niveau statistique, qu'est-ce que ça donne si on compare avec les autres joueurs marseillais. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Donc j'ai sélectionné des passes qui font sens par rapport aux vidéos qu'on vient de voir. Donc vous avez les passes dans la surface, passes tentées dans la surface et le pourcentage de réussite à côté. Vous avez le nombre de centres tentés par match. Vous avez le nombre de ballons touchés dans la surface adverse. Vous avez le nombre de passes clés, donc c'est les dernières passes qui sont distribuées par match. Et ensuite vous avez tout ce qui est passes progressives, donc les passes dans le dernier tiers, les passes longues, le total de passes. Et du coup j'ai fait à la fin un ratio pour avoir la proportion de passes données par Boscagli qui sont des passes qui vont dans le dernier tiers et la proportion de jeux longs. Et vous voyez que sur toutes les stats, on va dire de progression, passe dans le dernier tiers, passe longue, total passe, et en proportion, Boscagli est à des années-lumière des autres joueurs marseillais. C'est 2 fois plus de passes dans le dernier tiers que Kondogbia, qui en plus a bénéficié des moments qu'il a passés au milieu de terrain. C'est beaucoup plus que Balerdi. C'est 2 fois plus de jeux longs que Balerdi, avec un meilleur pourcentage de réussite. Et surtout, quand vous prenez les proportions, là aussi, elles sont largement à l'avantage de Boscagli. Évidemment, il n'y a qu'un joueur qui le bat en termes de centre, de ballons touchés dans la surface et de passes clés. C'est Amir Murillo, de par son rôle très offensif dans le système de jeu marseillais et aussi sa très bonne saison, faut le dire. Hein. Amir Murillo qui est vraiment un joueur très intéressant et joueur qui est un peu une nouvelle preuve qu'un joueur dans un bon contexte, même un joueur qui à la base est moyen ou vient pour faire une rotation peut vraiment changer de statut. Murillo, dans le contexte des Herbis, c'est quelqu'un qui a gagné énormément à évoluer dans le système mis en place par l'Italien.
Donc voilà, tout simplement pour dire que Boskagli domine dans quasiment toutes les catégories statistiques sur le plan de la passe. Le seul point, c'est le nombre de ballons touchés dans la surface, mais il faut aussi dire que Balerdi, Cornelius ou Kondogbia, ce sont des joueurs qui prennent plus facilement des ballons de la tête sur coup de pied arrêté ou qui sont plus facilement ciblés sur coup de pied arrêté, alors que Boskagli et son 1m80 sur coup de pied arrêté, évidemment, c'est pas forcément une menace pour les défenses adverses, même si vous avez vu que sur un deuxième ballon, il a pu transformer ça en passe décisive sur un match en particulier. Évidemment, petite précision, on compare là les stats d'un joueur qui évolue en Eredivisie face à des joueurs qui évoluent en Ligue 1. Donc forcément, la comparaison n'est pas parfaite, et j'ai presque envie de dire que la comparaison n'est pas raison. Mais quand vous avez un tel écart sur les statistiques clés entre Boskagli en Eredivisie et Balerdi en Ligue 1, on peut quand même imaginer que Boskagli en Ligue 1, il sera au-dessus de Balerdi, de Murillo, de Kondogbia et de Cornelius. Et justement, ça on le verra à la fin, quand je vous montrerai avec notre petit outil, avec Ismaël qui est là dans le chat, où se situe Boskagli si on le projette à l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, si on projette ses statistiques en Eredivisie à Marseille, où se situerait Boskagli par rapport à la concurrence et par rapport à la Ligue 1. Ça, vous le verrez en fin de vidéo, donc je vous conseille de rester. Avant, on va parler un petit peu des choses qui peuvent peut-être un peu fâcher, c'est l'aspect défensif. Parce que c'est vrai que quand on voit le joueur, quelqu'un dans le chat disait tout à l'heure, je crois que c'est Delphine Talaron, qui disait par contre il a l'air assez lent au niveau de l'accélération. C'est pas un joueur qui va impressionner par ses qualités physiques quand on le voit. Vous l'avez constaté vous-même sur les premières vidéos. Il fait 1m80, c'est pas un joueur imposant. On n'est pas sur un monstre sur le plan physique. On va plus se rapprocher d'un défenseur à la Daley Blind, un défenseur à la Beraldo, même si Beraldo s'est amélioré dans ce domaine-là, mais Beraldo quand il est arrivé par exemple. Mais Daley Blind, je pense que c'est une bonne comparaison parce qu'en plus, il y a ce côté gaucher, il y a ce côté efficace, voire très efficace balle au pied. Plutôt cette partie-là qu'on retient. Après, on a affaire à un joueur qui, en effet, face à des joueurs forts physiquement, va se retrouver en difficulté. Même si, par rapport au football de De Zerbi, si on passe en vidéo, c'est son sens de l'anticipation. Son sens de l'anticipation. Là, il est dans la surface. Il accompagne bien, il va passer devant, il va récupérer. Mais ça va pas être son point fort. Son point fort, ça va être ce genre de situation-là. Où là, vous le voyez, il est ici. Et là, il anticipe. Et il passe devant. Et il récupère la balle. Et il joue vers l'avant-derrière. Et il se projette en plus. Ça va être un point fort chez Boskagli. Là encore, vous allez le voir. Il va jaillir. Il récupère haut. Et il se projette. Et il accompagne. Là encore, c'est un point où parfois des défenseurs marseillais, ils reculent un peu trop. Là encore, son objectif, il passe devant et il récupère. Et il essaye de jouer vers l'avant ensuite. Ça change de certains défenseurs marseillais qui reculent beaucoup. Et là aussi, vous allez voir, il va y avoir une balle perdue. Et il va assez rapidement arrêter le recul frein pour essayer d'intervenir. Et là, il réussit. Je vous dis, il réussit pas tout le temps. Mais ça, là-dessus, on est sur quelque chose d'intéressant par rapport à ce qu'a l'air de vouloir De Zerbi avec sa défense, même si tout n'est pas clair. C'est un défenseur qui aime bien essayer de rester haut et qui veut jouer l'interception, qui veut couper la situation dès le départ, parce que de toute façon, après dans le duel, il risque d'être un peu plus en difficulté. Et ça, on va le voir maintenant en vidéo, ici, parce que vous allez voir qu'à l'impact, c'est un joueur qui peut avoir du mal ici. Allez, il a du mal à s'imposer, l'adversaire peut jouer en pivot et donner la balle. Là ensuite, vous voyez, à l'impact, il se fait quand même bien bouger à l'épaule, il a bien reculé. Là, bon, là, il prend quand même Brian Brobé sur le dos, donc tout le monde qui bougerait, mais là encore, vous voyez, il se fait bien bouger, Brobé peut contrôler dans la surface et garder la balle. Donc là, on a des situations où ça peut être un petit peu gênant en Ligue 1. Là, on va le voir encore. Dans des moments où il faut parfois tout arracher. Bon ben voilà, balle perdue. C'est pas lui qui fait la première erreur, hein. Mais vous voyez le genre de situation où on peut avoir certaines limites de son côté. Là, il n'est pas dans l'anticipation. Il faisait des pas de recul. Finalement, il arrive en retard. Et derrière, c'est difficile de revenir, voire impossible. Et ça fait but. Donc voilà, ça, ce genre de choses, ça risque d'arriver. Là encore, pour venir couper, il est un peu court. Faute, carton jaune derrière. Forcément, et c'est vrai, t'en parles Biggie Ben, sur les situations de transition, ça peut être gênant. Là encore, dans la surface de réparation, il se fait passer devant sur les premiers mètres. Il n'y a pas non plus une grande explosivité. Donc face à certains attaquants, ça risque d'être compliqué. Et surtout, sur des situations comme celle-là, ici,
Parfois, quand il y a des jeux longs à gérer, vous voyez là, le porteur de balle ici, il va se mettre dans le sens du jeu. Et là, Boskagli, il va pas du tout anticiper la possibilité d'un jeu long. Vous allez voir ici. Vous voyez, il reste planté. Et finalement, il se met en action beaucoup trop tard. Et finalement, il est en retard jusqu'à la fin de l'action ensuite. Donc quand il n'est pas dans l'anticipation, ça peut devenir assez rapidement compliqué. Là encore, il faut le regarder. Il est ici. Et là, vous allez voir la situation qui va se dessiner. Vous voyez, là déjà, vous avez ses partenaires qui reculent. Lui, il reste complètement planté. Et il regarde le ballon. Pas d'anticipation du jeu long alors que le porteur est quand même pas cadré. Ça va partir dans le dos. Il réagit, mais trop tard. Et là, finalement, encore, il va faire faute. Et je crois que c'est sur cette faute-là que l'Ajax va ouvrir le score, d'ailleurs. Situation qui peut rappeler aussi à mal l'Olympique de Marseille cette saison. On a vu beaucoup de fois des joueurs marseillais s'aligner et mal s'aligner. Là, regardez. Là, Boskagli, il va jouer l'alignement. Alors qu'il ne devrait pas. Attention, hein, ça va se dessiner bientôt. Voilà, là, il va décider de mettre hors jeu au lieu d'accompagner. Bon, bah, il fallait pas. Et ça, malheureusement, s'il continue à le faire à Marseille, ça sera aussi une question de principe, hein, parce que je vous rappelle, je vous renvoie vers les autres vidéos que j'ai fait sur l'Olympique de Marseille et la défense de Marseille, où c'était compliqué. Et enfin, Biggie Ben, tu parlais aussi sur la défense des transitions. Son manque de vitesse peut aussi être problématique sur la défense des transitions, comme par exemple ici, tu vas voir, la balle par côté, et là vous voyez, là il est en avance par rapport à l'attaquant là qui va partir dans son dos. Là, il a un temps d'avance et malgré tout, à l'arrivée, il se fait passer devant. Et ça arrive là et ça va arriver aussi sur cette transition-là. Vous le voyez, il est là au départ. Il n'arrive pas à intercepter. Et là, il a quand même de l'avance. Hein. Et là, regardez. Bon, l'attaquant met quand même un sacré sprint. Et d'autres joueurs auraient aussi pu faire l'effort. Hein. Mais là, vous voyez, il relâche un peu. Et finalement, il arrive en retard. Et ça fait but aussi. Donc, en effet, Boskagli, sur le plan défensif, n'est pas quelqu'un qui va régler les problèmes marseillais. Mais je reste sur mon opinion de ces dernières semaines, qui veut que l'animation défensive de l'OM et son amélioration n'est pas qu'une question d'individualité. C'est aussi une question de principe et de choix collectifs qui parfois ne font pas sens. Je vous renvoie vers mes vidéos sur le sujet. Maintenant, sur l'aspect défensif, qu'est-ce que ça donne au niveau statistique? Parce que là, vous avez vu des séquences où en effet Boskagli souffre, mais j'ai pas mis toutes les séquences où Boskagli gagne ses duels, récupère des ballons, etc. Donc on va comparer Boskagli avec les défenseurs marseillais. Donc là encore, on compare Boskagli en Eredivisie face à Balerdi et ses partenaires en première division française. Comme vous le voyez, si on s'arrête simplement sur les statistiques, Boskagli s'en sort finalement pas si mal. 74% de duels gagnés en Eredivisie, c'est autant que Balerdi en Ligue 1, un peu mieux que Balerdi en Ligue 1 même. C'est mieux que Murillo, c'est mieux que Kondogbia, c'est mieux que Cornelius. Duel aérien, il s'en sort pas trop mal, même si en duel aérien, je dois préciser qu'il est protégé. Parce que très souvent, c'est en gros son partenaire en défense centrale qui prend le 9, marquage strict. Et Boskagli, lui, traîne parfois devant la défense pour peut-être être sur les deuxièmes ballons ou des choses comme ça. Donc là-dessus, duel aérien, il est peut-être un petit peu protégé. Et attention, en Ligue 1, au moment où potentiellement il se fera cibler, s'il doit rejoindre Marseille, peut-être que des adversaires cibleront sa zone sur du jeu long, c'est pas impossible. Et ensuite, vous voyez surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est au niveau des récupérations dans le camp adverse. Vous voyez que Boskagli, 3,6 ballons même récupérés dans le camp adverse. C'est en fait le calcul, c'est ici, là, vous voyez le nombre de récupérations, 11,4. Et en fait, le pourcentage, c'est pas le pourcentage de récupération gagnée, c'est le pourcentage de récupération dans le camp adverse. Donc après, on fait ce calcul-là et on trouve le nombre de ballons récupérés dans le camp adverse par 90 minutes pour chaque joueur. Et vous voyez que Boskagli, c'est le joueur parmi cet échantillon-là qui récupère le plus de ballons dans le camp adverse. Évidemment, Balerdi, c'est le moins pour des raisons logiques d'être ce joueur qui couvre, mais aussi ce joueur qui fait très souvent des pas de recul au lieu d'avancer. Hein. C'est un peu ses habitudes qui pourrait peut-être parfois gommer sur certaines situations. Mais c'est un peu mieux que Murillo, par exemple, qui est potentiellement l'équivalent de Boskagli sur le côté droit de la défense marseillaise, si on parle de
de la défense ou plutôt de la relance à 3 et du fait d'être à 3 en possession de balle dans le camp adverse. À 3 avec une ligne de 3 derrière. Voilà. Ensuite, eh bien, on a fait le tour de l'aspect vidéo, on a tout vu et on a fait aussi le tour de l'aspect statistique. Donc maintenant, on va juste se poser une question. Boskagli, qu'est-ce que donne sa fiche? Vous savez, la fameuse fiche, les fameuses fiches qu'on utilise pour tout ce qui est scouting avec Ismaël. Et donc, je vais vous montrer la fiche d'Olivier Boskagli. Voilà ce que ça donne. Le niveau estimé de Boskagli par rapport à ses performances en Eredivisie, ce serait une star en Ligue 1, donc en gros ce serait un très bon joueur pour l'un des 4 grands championnats, et ce serait un bon titulaire en Première Ligue, vous le voyez là-haut ici, et ça fait quelques années, comme vous le voyez, qu'il a ce niveau, assez élevé, et un radar quand même très complet, évidemment qui ressort moins fort dans tout ce qui est duel aérien, et conservation de balle, puisqu'il prend des risques avec le ballon, c'est pas quelqu'un qui va faire 90-95% de passes réussies par match en défense, mais justement, ça ressort en création par la passe. Et le côté défense fiable, c'est qu'il perd peu de duels. Alors parfois, il est trop en retard pour pouvoir les jouer, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, mais au niveau des duels, il ressort plutôt bien, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et donc, la grande question, la question à 10 000 euros, même à quelques millions d'euros, puisque ça risque d'être son salaire s'il doit signer à Marseille, c'est qu'est-ce que va donner Boskagli à Marseille. Donc là, je vous ai montré, ça c'est sa fiche en Eredivisie, et nous, on a un outil qui nous permet de prendre les statistiques d'Olivier Boskagli et de les projeter comme s'il avait joué à Marseille cette saison. Et ça permet de voir où est-ce qu'il se situerait par rapport à la concurrence en Ligue 1. Attention, roulement de tambour. Hop! Et donc vous voyez les différences entre les deux. Vous voyez que le radar de Boskagli change. Parce que c'est ce que le modèle estime. Quand vous passez de l'Eredivisie à la Ligue 1, si vous faites telle statistique en Eredivisie, sur le plan défensif, sur le plan de la relance, etc., normalement en Ligue 1, vous prendrez un malus, entre guillemets, et vos stats ressembleront désormais à ça. Et donc si je bascule, ça se voit notamment sur la partie stopper et défense fiable. Vous voyez que Boskagli, il est peut-être dominant en Eredivisie, mais en Ligue 1, il sera moins dominant. Néanmoins, a priori, selon le modèle, il sera toujours quand même suffisamment dominant pour être au-dessus de la moyenne. Puisque la moyenne, c'est le petit octogone, je crois, jaune. Donc, vous voyez que malgré tout, malgré l'écart entre l'Eredivisie et la Ligue 1, ça resterait un défenseur plus que correct pour le championnat de France, un peu au-dessus de la moyenne, mais surtout, c'est là où je mettais l'accent tout à l'heure, c'est un joueur qui apporterait beaucoup à la création par la passe, donc tout ce qui est passe progressive, mais aussi dernière passe, apport dans le dernier tiers, etc. Et ça, vous l'avez vu en vidéo. Et surtout, si on regarde par rapport à la concurrence, vous voyez en bas que Boskagli, vu ses stats, et s'il était bien à ce niveau, et si la projection est réelle, ce serait très vite un des meilleurs défenseurs du championnat. Voilà, tout simplement. Dans le contexte marseillais, peut-être que dans d'autres contextes où la possession de balle ne serait pas la même, peut-être que Boskagli ne serait pas aussi haut. Par exemple, si on le projetait dans une équipe qui n'a pas le ballon cette année en Ligue 1, forcément, à la création par la passe, il aurait moins d'opportunités de le faire, donc il serait sans doute plus bas dans le classement. Puisque, évidemment, là, on projette dans une équipe, et du coup, on prend en compte la possession de l'équipe, son style de jeu, et ainsi de suite. Donc c'est ça qui rend aussi le truc riche. Si je le projette dans un autre club, j'aurais pas le même radar et j'aurais pas le même résultat. Et la dernière chose qu'on pouvait faire aussi, c'était comparer Boskagli avec Aymeric Laporte, qui est l'autre joueur un petit peu dont on entend un petit peu parler pour tout ce qui est rumeur de transfert vers l'Olympique de Marseille. D'autant plus qu'Aymeric Laporte est défenseur central et gaucher, donc forcément on est obligé de se poser la question de la comparaison. Et donc je suis allé voir ce que ça donne. Aymeric Laporte, alors j'ai pris plusieurs Aymeric Laporte, j'ai pris le Aymeric Laporte en Arabie Saoudite, j'ai pris le Aymeric Laporte en Première Ligue et j'ai pris le Aymeric Laporte en Liga. Et j'ai comparé avec le Boskagli de cette saison en Eredivisie. Alors évidemment, là encore, je mets des bémols parce qu'on compare des joueurs dans des championnats et des contextes différents. Mais voilà ce que ça donne ici. Tout ce qui est passe dans la surface et centre, Boskagli est devant. Passe dans le dernier tiers aussi, assez largement. En proportion de jeu dans le dernier tiers, en proportion de jeu long, il est aussi devant. Et sur le plan défensif, il se défend, là encore,
plutôt bien, sachant que là aussi, malgré les années de Laporte du côté de Manchester City, Boskagli récupère plus de ballons dans le camp adverse que Laporte, que ce soit en Arabie Saoudite, en Liga ou en Première Ligue. Même si vous voyez là, le Laporte de Liga le dominait quand même sur pas mal d'aspects, en termes de quantité de duels joués notamment, duel aérien, domination aussi dans les airs évidemment du côté de Laporte en Liga. Mais aujourd'hui, c'est sûr que si on doit tirer une conclusion, et d'ailleurs pour terminer, je vais vous montrer la comparaison de l'affiche de Boskagli projetée à Marseille avec l'affiche de Laporte de cette saison, donc avec Al Nasser, projetée à Marseille, juste pour vous montrer la différence. Donc je reviens, l'affiche de Boskagli à Marseille, je vous la remets. Et donc voilà l'affiche d'Aymeric Laporte à Marseille pour comparer. Voilà ce que ça donne. Et vous voyez, vous voyez que en termes de création par la passe, on n'est pas du tout dans les mêmes eaux. Parce que Laporte prend sans doute moins de risques avec Al Nasser. On lui demande peut-être moins de choses à faire. Et surtout, en termes de niveau, Laporte, par rapport à la Ligue 1, il est là. Quand Boskagli se retrouve parmi les meilleurs. Donc Laporte se retrouve plus dans la zone Murillo-Kondogbia aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire que s'il doit signer à Marseille, il sera à ce niveau-là et pas meilleur. Mais toujours est-il que vous voyez que sur ces 2 dernières saisons en Arabie Saoudite, on a un joueur qui a baissé de niveau. Reste à savoir s'il doit revenir dans un grand championnat, s'il doit revenir en Ligue 1, s'il doit revenir du côté de l'Europe, est-ce qu'il retrouvera le niveau qu'il avait en Première Ligue sur les saisons précédentes? Ça sera une question qui se posera. Mais j'ai envie de vous dire que au tarif annoncé aujourd'hui, entre un Boskagli libre, qui sera certainement moins cher en plus en salaire, et un Laporte qui a priori je crois serait entre 10 et 15 millions déjà de transfert, plus le salaire qui sera le salaire d'un joueur qui a joué en Arabie Saoudite, aujourd'hui personnellement je pencherai plus quand même pour la solution Boskagli, avec les défauts qu'on a vus, mais avec surtout les qualités avec ballon qui à mon sens sont des qualités qui peuvent venir disrupter la stérilité offensive de Marseille et le côté neutre quand même de beaucoup de défenseurs lorsqu'ils ont la balle dans les pieds. Là, on est sûr que si Marseille va vers Boskagli, on aura un défenseur qui n'hésitera pas à prendre des risques. Maintenant, ce qui est sûr aussi, c'est que s'il peut régler des problèmes offensif, ce n'est pas l'arrivée de Boskagli qui réglera les problèmes défensifs de l'Olympique de Marseille. Mais ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et je l'ai redit en cours de vidéo, c'est un souci qui, à mon sens, est plus collectif et qui tient plus de principes collectifs mis en place. Je pense pas qu'il y ait de joueurs miracles pour sauver Marseille défensivement sur les transitions, etc. Je pense en revanche que Boskagli peut être vraiment un joueur intéressant pour débloquer des situations offensivement. Et ça, rien que pour ça, quand on a une équipe qui a 60-70% de possession, ça peut être un apport forcément très intéressant. Et dernier petit point à évoquer avant de vous quitter, c'est la question de la concurrence sur le dossier Boskagli. Il est annoncé aussi du côté de l'Italie, sans grande surprise, mais peut-être que d'autres équipes de Ligue 1 pourraient se pencher sur son cas. En le voyant jouer et en connaissant le système de l'OGC Nice et le système surtout mis en place par Francaise, on ne peut aussi qu'imaginer Boskagli faire une bonne saison s'il devait rejoindre l'OGC Nice. Prenez Facundo Medina, prenez Jonathan Gradit, prenez leur apport à la relance. Un Boskagli peut aussi être un bel apport pour l'OGC Nice et pour le projet Francaise la saison prochaine. D'ailleurs, quand on regarde sur le plan statistique, aussi la projection de Boskagli du côté de l'OGC Nice, ça nous donne quand même un joueur qui ressortirait, vous le voyez en bas à droite de l'écran, parmi les meilleurs défenseurs du championnat. Un peu plus bas que la projection lorsque on la mettait à Marseille, mais tout de même un défenseur top 10, top 20% du championnat. Donc à suivre aussi la concurrence et peut-être une bataille lors du prochain mercato entre Marseille et Nice pour attirer Boskagli. Une bataille qui sera peut-être décidée d'ailleurs par la place finale des deux équipes après les 34 journées de championnat. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, ce dont je ne doute pas si vous êtes encore là, n'hésitez pas à laisser un pouce, lâcher un commentaire, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme, pour rendre les vidéos encore plus visibles et du coup me motiver à en faire encore plus. Donc je compte sur vous et à bientôt pour un prochain sujet vidéo. Ciao!